Voyons maintenant le théorème de Hahn-Banach dans le cas réel, on verra ensuite le cas complexe. Alors Hahn-Banach, il s'agit de deux mathématiciens, Hans Hahn, qui est autrichien, et Banach, Stéphane Banach, qui est polonais. Tous les deux, c'est fin 19e siècle et puis première moitié du 20e siècle. Donc tous les deux, ils ont travaillé sur la topologie, les débuts de la topologie et puis de la théorie des ensembles. Donc ils font partie des gens qui ont créé les fondements de la topologie et de la théorie des ensembles, notamment Stéphane Banach. Voilà. Alors Stéphane Banach, c'est un très grand mathématicien, spécialiste d'analyse fonctionnelle, quasiment il l'a créé. Et puis il a travaillé sur les notions d'espace vectoriel normé, notion de dual topologique, on lui doit le théorème du graphe fermé, et il a travaillé aussi sur la mesure de Hausdorff, etc., sur plein de choses en fait. Très grand mathématicien que Stéphane Banach. On a En qui est un espace vectoriel normé, et F qui est un sous-espace vectoriel de E, U une forme linéaire sur F, vérifiant U de x inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à f. Alors, dans les énoncés, vous verrez souvent que n est une semi-norme, et vous verrez souvent aussi ici des modules aux valeurs absolues. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, il existe une forme linéaire, U tilde sur E, qui prolonge U. Donc, ça veut dire que U tilde de x est égal à U de x sur E. Sur f, voilà, sur f, tel que U tilde de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à E. Excusez-moi, je ne suis pas très bien réveillé. Petit 1 soit grand X, l'ensemble des couples grand G, petit g. Grand G est un sous-espace vectoriel de E, vérifiant ça. Donc, et G une forme linéaire sur grand G prolongeant U tel que ça. Quel que soit X appartenant à G, c'est important. FU appartient à X, bon, parce que F est inclus dans F et puis que U prolonge U. Donc X est différent du vide et on peut définir une relation que je vais appeler inférieure ou égale sur X, définie par ça, si et seulement si G est inclus dans G' et que G' prolonge G. On a évidemment GG qui est inférieur ou égal à GG puisque G est inclus dans G et que G prolonge G. Si on a ça, alors G est inclus dans G', inclus dans G seconde, et G seconde prolonge G' qui prolonge G, donc G seconde prolonge G, donc on a ça. Si GG est inférieur ou égal à ça, et qu'on a ça aussi, alors on a ça, donc G' égale G, comme G' est de X égale G de X, quel que soit X appartenant à G, G' est égal à G, et donc on a ça. Donc on a bien une relation d'ordre, on va montrer que ce couple est inductif. Donc on prend une famille de X totalement ordonnée par cette relation et on pose G égale union des GI. Donc comme tous les GI sont des sous-espaces vectoriels, ça va être un sous-espace vectoriel, quelle que soit la famille I. Et puis F, évidemment, on prend un K appartenant à I, F est inclus dans GK et donc il va être inclus dans G. Donc on est bien dans les conditions. Alors maintenant il y a un certain nombre de choses à vérifier. Soit, donc là je peux le souligner ici. Si X appartient à GI inter GJ, IJ appartenant à I, alors comme la relation est totale, soit on a ça, soit on a ça. Donc, soit on a ça, quel que soit X appartenant à GI, dans ce cas-là, d'accord? Ou bien, dans ce cas-là, on va avoir J de X égale GJ de X, quel que soit X appartenant à GJ. Dans les deux cas, on a ça. Ce qui va permettre de définir cette fonction de G vers R, d'accord, ça appartient à R, qui à X associe GK de X, puisque finalement, si X appartient à plusieurs grands GK, c'est pas la peine, GK de X garde la même valeur. Donc c'est parfaitement défini, quel que soit X appartenant à G, il existe un K appartenant à I tel que X appartient à GK, donc G de X est égal à ça, qui va être inférieur ou égal à N de X, puisque GK de X vérifie ça. Donc G va le vérifier. D'accord?
Donc g de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à g, montrant qu'il est linéaire en prenant x, y appartenant à g, lambda appartenant à r. Il existe ij tel que l'on est ça, soit on a ça, soit on a ça. Je me place dans le premier cas. D'accord? À ce moment-là, gi est inclus dans gj et gj de x est égal à gi de x. Donc xy appartient, les xy appartiennent tous les deux à gj. Et lambda x plus y va appartenir à gj puisque c'est un espace vectoriel. Et g de lambda x plus y est égal à gj de lambda x plus y égale lambda gj de x plus gj de y puisque gj est linéaire. Et donc ça fait lambda g de x plus g de y. Et dans l'autre cas, on a la même chose, donc g est linéaire. Si x appartient à f, alors comme on a f inclus dans g, inclus dans l'union des gi, il existe i appartenant à i tel que x appartient à gi. On a alors g de x égale gi de x, et gi de x ça fait u de x, car x appartient à f. J'ai pris x appartient à f. Et gi prolonge u. Donc g prolonge u. Donc finalement on a toutes les bonnes conditions pour dire que gg appartient à x. C'est-à-dire qu'on a ça, on a une forme linéaire sur g, elle prolonge u et elle vérifie ça. Bon, on a ça donc. Quel que soit i appartenant à i, gi est inclus dans g. Et x, si x appartient à gi, alors g de x est égal à gi de x. Donc g prolonge bien gi. Donc on a bien ça, quel que soit i appartenant à i, ce qui veut dire que le g est un majorant de la famille gi pour la relation inférieure ou égale. Donc on est parti au départ d'une famille totalement ordonnée par ça, une famille de x totalement ordonnée par ça, et on obtient donc n'importe quelle famille comme ça a un majorant. Donc ça veut dire que x avec la relation inférieure ou égale, j'aurais pu le mettre, est inductif. D'après l'axiome de Zorn, x a un élément maximal, que j'appelle encore grand G, G. Alors là, c'est plus le même qu'avant. Ok? Eh bien, on va montrer que G est égal à E. Alors, supposons que G soit différent de E, il existe A appartenant à moins G, c'est classique ça, et on forme un autre espace, G' égale G, somme directe avec la droite engendrée par A. On prend un alpha appartenant à R, et G', l'application qui est à x plus ta appartenant donc à G', x, donc x appartient à G et t appartient à R. Cette écriture-là pour un élément de G' est unique. Donne Gx plus alpha t qui appartient évidemment à R. D'accord? Eh bien, soit x appartenant à G, tt' lambda appartenant à R, je vais m'intéresser à G de lambda y appartenant à G', donc de cette forme-là, plus y' appartenant à G', c'est-à-dire de cette forme-là. Et bon, après je développe, je dis que ça fait G' de ça, d'accord? Et donc ça va me faire G de ça, parce que ça appartient à G. Donc ça va faire G de ça, plus alpha fois ça. Donc ça va faire, je mets de l'ordre là-dedans, je vous laisse vérifier. Ça fait ça, et là je repère G' G' de x. Hein. Non, qu'est-ce que je repère ici? Je repère, oui, G' de x. D'accord? Lambda G' de x, et puis là, G' de x'. Voilà. Donc en fait, j'étais parti de G', je suis fatigué, de lambda y plus y', et je vois que ça fait lambda G de y', d'accord, plus G de y'. Et ça, quel que soit y appartenant à G'. Donc j'en déduis que G' est linéaire. Voilà, bon bah. On termine la démonstration, donc là j'ai mis tout ce qu'on avait déjà démontré. G' prolongé, car si x appartient à grand G, G' de x est égal à G' de x plus 0a, c'est-à-dire est égal à G de x. On cherche alpha appartenant à R pour avoir G' de y inférieur ou égal à y, quel que soit y appartenant à G'. C'est-à-dire G de x plus alpha t inférieur ou égal à n de x plus alpha a, quel que soit x appartenant à E, et quel que soit t appartenant à R. Si x, y appartiennent à G, on a G de x moins
g de y qui va être égal à g de x moins y, qui, grâce à ça, puisque x moins y appartient à g, est inférieur ou égal à n de x moins y. Alors ensuite, une égalité triangulaire. Hein. Et donc, en faisant passer ça de ce côté et puis l'autre de l'autre, j'obtiens que g de x moins n de x moins a est inférieur ou égal à g de y plus n de a moins y. J'appelle ça ax hein, et j'appelle ça by. Donc, en fait, le plus grand de ceux-là va être inférieur ou égal au plus petit de ceux-là. Et donc, comme le plus grand... Enfin, il y a un sub pour cela, puisqu'il est majoré par ça. N'importe quel élément comme ça, je majore n'importe quel comme ça. Donc ça veut dire que sub dAx existe, appartient à R, que l'inf, pareil, existe, et qu'on a en fait ax inférieur ou égal à A, inférieur ou égal à B, inférieur ou égal à BY, quel que soit xy appartenant à G. Si je prends alpha appartenant à AB, et si x appartient à G, alors AX va être inférieur ou égal à A, qui va être inférieur ou égal à alpha, qui va être inférieur ou égal à B, qui va être inférieur ou égal à Bx. Et donc j'aurai G de x moins n de x moins A, inférieur ou égal à alpha, inférieur ou égal à G de x plus n de A moins x, ce qui est pareil que n de x moins A. Et donc ça me fait valeur absolue de G de x moins alpha, inférieur ou égal à n de x moins alpha. X moins A, pardon. Soit x appartenant à G et t appartenant à R. Si t est égal à 0, x plus gta est égal à g de x qui est bien inférieur ou égal à ça. Si t est différent de 0, on pose y égale moins 1 sur tx qui appartient à g parce que c'est un sous-espace vectoriel. Gy moins alpha va être inférieur ou égal à n de y moins a. Donc en multipliant par moins t de chaque côté dans les valeurs absolues et normes, j'obtiens ça. Ce qui fait que g de moins ty plus t alpha est inférieur ou égal à n de x plus ta. Et donc, parce que le moins x il est égal à yt, hein, g de x plus t alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à n de x plus ta. D'accord? Donc en fait, que t soit égal à 0 ou que t soit différent de 0, j'ai toujours ça. Donc en fait, j'ai g' de z qui va être inférieur ou égal à n de z, quel que soit z appartenant à g'. G' c'est ça, bien sûr. J'ai donc f inclus dans g, inclus dans g', inclus dans g', une forme linéaire sur g qui prolonge petit g, donc qui prolonge petit u. Et g' de x qui est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à g'. Donc j'ai g', qui appartient à x, et en plus, j'ai g', et donc j'ai g', c'est pas en plus, c'est donc, je vais avoir ça, puisque celui-là, c'est le maximal de grand X. Ce qui veut dire que g' doit être inclus dans G, et ça, c'est faux. Donc, ça veut dire qu'on a mal supposé, et donc G doit être égal à E. Mais si G est égal à E, je pose U tilde est égal à G, qui est une forme linéaire sur grand G, et donc sur grand E, et donc sur grand E, car G est égal à grand E. Et par ailleurs, U tilde de x égale g de x est inférieur ou égal à n de x, quel que soit x appartenant à g, donc quel que soit x appartenant à e, puisque g est égal à e. Et donc, j'obtiens bien le résultat. Remarque que dans la démonstration précédente, on n'a pas utilisé n de x égale 0 implique x égale 0. Le théorème est vrai donc si n est une semi-norme, c'est-à-dire vérifie uniquement ça. Par ailleurs, on a supposé ça, si x appartient à f, alors moins x appartient à f et u de moins x est inférieur ou égal à n de moins x, mais u de moins x c'est moins u de x, qui est donc inférieur ou égal à n de x. Et donc on a ça, et donc on a ça. Et réciproquement, si on a ça, on a ça. Donc on aurait pu remplacer ça par ça. Et de même, remplacer u tilde de x inférieur ou égal à n de x par valeur absolue de u tilde de x inférieur ou égal à n de x. Démonstration, théorème de Hahn-Banach complexe.
En un C espace vectoriel semi-normé, F un sous-espace vectoriel de E, U une forme linéaire sur F, vérifiant module de U de X inférieur ou égal à N de X, quel que soit X appartenant à F. Alors il existe une forme linéaire U tilde sur E qui prolonge U et qui vérifie ça, quel que soit X appartenant à E. Démonstration. E, le R espace obtenu à partir du C espace E. F, est, donc je l'appelle E, j'aurais pu l'appeler ER. Donc ça, on sait qu'on peut faire, il faut voir le chapitre sur les espaces vectoriels. F est un R espace de E, un R sous-espace de E. Et on considère V qui a X appartenant à F associe RE, partie réelle de U de X appartenant à R. Forme linéaire, car RE et U sont linéaires. Quel que soit X appartenant à F, V de X égale partie réelle de UX égale partie réelle de I U de X, parce que U est linéaire, égale moins I partie imaginaire de U de X, car si Z égale A plus IB, eh bien IZ est égal à moins B plus IA, ce qui prouve que partie réelle de IZ est égale à moins B, c'est-à-dire à moins image partie imaginaire de Z. Donc U de X qui s'écrit partie réelle de U de X, c'est-à-dire V de X plus I partie imaginaire de U de X, c'est-à-dire ça. Et donc on a ça, quel que soit X appartenant à F. Et module de V de X, c'est inférieur ou égal à module de U de X, hein, bien sûr, parce que c'est la partie réelle. D'accord ? Donc et comme lui il est inférieur à ça, on a ça, quel que soit X appartenant à F. Donc on peut appliquer un banard réel, et donc il y a un prolongement V tilde sur le R espace E. Alors, prolongement de V. Donc tel que V tilde de X est inférieur ou égal à N de X, quel que soit X. Soit alors U tilde, qui a X appartenant à E, associe ça. D'accord ? Voilà. Et donc, moins I partie... Alors ça vient de là, hein. On prolonge ça en fait. Montrons que V tilde est C linéaire sur le C espace. Bon, on prend X, Y appartenant à E, Z égale A plus IB. Alors d'abord ça, U tilde de X plus Y, hein, je vous laisse vérifier, c'est immédiat. L'autre c'est un petit peu plus compliqué, ça fait ça. Ensuite je développe. Donc ça fait V tilde de ce truc-là, moins I, V tilde de I fois ce truc-là. Et donc ça fait ça. Et puis là je recommence. Ça fait A, V tilde de X. Bon, je vais vite parce que c'est facile. Et donc là je factorise A plus IB, là aussi. Et donc ça fait ça. Et donc je reconnais Z, U tilde de X. Et donc U tilde est une C forme linéaire sur le C espace vectoriel grand E. Si X appartient à F, U tilde de X égale V tilde de X moins I V tilde de X. F c'est un sous-espace du C espace vectoriel grand E, donc X appartient à F aussi. Et donc V tilde de X égale V de X. Donc U tilde de X est égal à V de X. V de X moins IV IX égale U de X. Voilà. Donc, oui, parce que V tilde de X est égal à V de X, vu que X appartient à F. Hein. D'après 1. Donc, U tilde prolonge, alors d'après 1, c'est-à-dire d'après ça. Donc, U tilde, je me suis rendu. Donc, U tilde prolonge U. Maintenant, il n'y a plus que ça à vérifier, quel que soit X appartenant à F. Alors, c'est évident si U tilde de X égale 0, puisque ça c'est positif. Supposons qu'il ne soit pas égal à 0, je considère Z ici, ce vecteur de E. U tilde de Zx est égal à Z, U tilde de X, ça c'est la linéarité de U tilde. Et donc je multiplie ça par U tilde de X et j'obtiens ça. D'accord ? Et donc, en simplifiant, ça me fait ça. Et ça, je vais démontrer que c'est égal à ça, parce que V tilde de Zx est partie réelle de U tilde de Zx, et partie réelle de Z U tilde de X égale partie réelle de U tilde de module de U tilde de X. D'accord ? Et donc, ça nous fait ça. D'accord ? Pourquoi c'est de ça à ça? Parce que quand je regarde, ben ça je l'ai déjà dit, c'est ça, voilà. Et donc la partie réelle, c'est ça, parce que ça c'est un nombre réel, tout simplement. Donc U tilde de X va être égal à V tilde de Zx, qui lui est inférieur ou égal à N de Zx, et qui est égal à module de Z, N de X. Et module de Z, c'est 1.
et donc ça fait égal n de x. Donc en fait, c'est vrai, ça reste vrai, ce truc-là, même si u tilde de x est différent de 0. Donc j'ai ça qui est vrai, quel que soit x appartenant à E, bah ça y est, mon u tilde, il vérifie toutes les bonnes conditions. Et un dernier théorème de Hahn-Banach, le plus connu, prolongement des formes linéaires continues. Donc là, on rajoute la continuité. E est un espace, un K, alors R ou C, espace vectoriel normé, F un sous-espace vectoriel de E, et U une forme linéaire continue de F vers K. Alors il existe une forme linéaire continue U tilde de E vers K qui prolonge U telle que n de U tilde est égal à n de U. N, la norme subordonnée classique, définie comme ça. Démonstration, valeur absolue de U de x est inférieure ou égale à n de U multiplié par norme de x, quel que soit x appartenant à f. Supposons U différent de 0 et prenons n', l'application qui a x appartenant à E, associe n' de x égale norme de x multiplié par n de u, donc qui appartient à R+. n' est positif, n' de x égale 0 implique x égale 0, puisqu'on a supposé u différent de 0, donc n de u est différent de 0, et si lambda appartient à k et que xy appartienne à E, je vous laisse vérifier parce que c'est absolument immédiat, mais on obtient bien une norme sur E. Et par ailleurs, ça nous montre que valeur E module de U de x est inférieur ou égal à n' de x, quel que soit x appartenant à f. Donc, il existe un prolongement U tilde, une forme linéaire de E vers K qui prolonge U et vérifie module de U tilde de x inférieur ou égal à n' de x. Alors, donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait norme de x multiplié par n de u, quel que soit x appartenant à E. Et ça nous montre que U tilde est continu et que n de U tilde est inférieur ou égal à n de U. D'accord? Mais U tilde et U coïncident sur F. Donc la norme de U tilde elle est supérieure ou égale à la norme de U. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai ça, et donc j'ai ça. Et ça reste vrai évidemment si U égale 0, parce qu'à ce moment-là, on prend U tilde égale 0, qui prolonge U, qui est linéaire, qui est continu, qui vérifie n de U tilde égale n de 0, c'est-à-dire n de U. Donc ça, c'est toujours vrai. Et donc on a démontré le théorème de Hahn-Banach des prolongements des fonctions linéaires. Voyons maintenant le théorème de Banach-Steinhaus. Donc il s'agit de deux mathématiciens. Donc Banach, on en a déjà parlé, Stéphane Barnard, c'est un Polonais, un immense mathématicien, fin 19e, début 20e, travaux qui portent sur théorie des ensembles et puis la topologie, plein de résultats à la clé. Et Steinhaus aussi, il a travaillé sur la topologie, pareil, fin 19e et puis 20e siècle. Donc on a un espace de Banach, on a un espace vectoriel normé, H une famille d'éléments de LC de F, ça veut dire des fonctions continues de E vers F, vérifiant ça. D'accord? C'est-à-dire que quel que soit x, le sup des normes de U de x pour U appartenant à la famille est inférieur à plus l'infini. Alors, le sup de n de U pour U appartenant à H est inférieur à plus l'infini. N de U, c'est la norme qu'on a là-dessus, sur LC. Donc c'est sup pour x différent de 0, des normes de U de x, des normes f de U de x sur norme E de x. D'accord? Soit démonstration, soit phi. L'application qui a x appartenant à E fait correspondre ce sup qui appartient bien à R+, grâce à ça. Et quel que soit n appartenant à une étoile, Vn égale l'ensemble des x tel que phi de x est supérieur à n. Montrons que Vn est ouvert, soit x appartenant à Vn, alors phi de x est supérieur à n. Donc il existe U appartenant à H, phi de x supérieur à n, ça veut dire ça supérieur à n. Ça veut dire que le sup est supérieur à n, donc il en existe un qui est supérieur à n. Donc U est différent de 0, et pour y appartenant à E, la valeur absolue, on peut supposer que le corps c'est K égale R ou C, et donc valeur absolue ou norme de ça est inférieure ou égale à ça, qui est égal à norme de U de x moins y, inférieure ou égale
à norme de U multiplié par norme de X moins Y, ça c'est la continuité de U. On pose R égale U de, norme de U de X moins N, et pour ça, d'accord, ce qu'on peut faire puisque U est différent de 0, donc N de U est différent de 0, on a norme de U de X moins norme de U de Y, donc je reprends en fait ça, qui est inférieur ou égal à NU fois ça, mais comme j'ai supposé ça, ça fait NU fois R sur NU égale R. Donc, norme de U, norme de X est inférieure à norme de Y plus R, et ça, ça implique que norme de UY va être supérieure à norme de UX moins R, d'accord, qui fait pile N, d'accord, qui fait pile N parce que je sais pas, on l'a vu quelque part, parce que voilà, d'accord, ça nous donne exactement ça moins R est égal à N. Donc, si Y, ça veut dire Y appartient à une boule de centre X et de rayon R sur N de U. Donc si Y appartient à cette boule, alors on a ça. Donc le sup est supérieur à N. Donc ça veut dire que phi de Y est supérieur à N, donc Y appartient à Vn. Donc quel que soit X appartenant à Vn, il existe une boule comme ça qui est incluse dans Vn, donc Vn est bien ouvert. Alors maintenant on prend l'intersection des Vn, et on va montrer qu'il est égal à 8, parce que si X appartient à delta, alors phi de X est toujours supérieur à N. Ça voudrait dire que le sup serait supérieur à N, quel que soit N, donc il serait égal à plus l'infini, ce qui est faux, donc delta est égal à vide. Supposons que Vn, que l'adhérence de Vn soit égale à E, quel que soit N. Alors on aurait une suite d'ouverts dont l'intersection est égale à vide, d'accord, et c'est des ouverts qui sont denses dans E. On aura une suite d'ouverts denses dans E dont l'intersection est égale à vide. D'accord? Alors, delta égale inter dVn, intersection de Vn, va être dense dans E. Pourquoi? Parce que E est un EVN, donc un espace métrique, donc c'est un espace de verre, donc on sait que ça va être dense dans E. Sauf que ici, ça veut dire que vide est dense dans E. D'accord? Ce qui est évidemment faux. Donc ça veut dire que ce qu'on a supposé était faux. On avait supposé que tous les Vn étaient denses dans E. Donc il y en a un qui n'est pas dense dans E. Il existe donc A appartenant à E, R positif tel que l'on met ça. Alors prenons maintenant X appartenant à E, vérifions ça. Et U appartenant à H. A appartient évidemment à la boule de centre A et de rayon R. A plus R sur E X appartient aussi à cette boule, parce que quand on fait ça, ça fait ça, qui est inférieur à, et là je me suis trompé, à R. Donc, A et A plus R sur 2, comme ils appartiennent à la boule, ils n'appartiennent pas à Vn. D'accord? Norme de U de X est égale à 1 sur R. Ça c'est facile. Hein. Quand on prend ça, ça fait R sur 2 norme de U de X. Donc on a bien ça. Ça fait 2 sur R. U de R sur 2 de X. 2 sur R, norme de U de R sur 2 de X plus A moins A, ça ne mange pas de pain. D'accord? Ce qui fait, j'applique la linéarité de U, et ensuite je fais l'inégalité triangulaire. Voilà. Mais je vais dire que ça, évidemment, c'est inférieur au sup des trucs là, et donc c'est inférieur ou égal à phi de A plus R sur 2x, qui est inférieur ou égal à N, parce que A n'appartient pas à Vn. A plus R sur 2x n'appartient pas à Vn. De même, on a ça, d'accord? Donc, en fait, on va avoir norme de U de X de F qui va être inférieure ou égale à 2 sur R multiplié par N plus N, c'est-à-dire 2N. Donc 4N sur R. Donc finalement, on a été capable de trouver N appartenant à une étoile R positif, tel que quel que soit X appartenant à E, dès qu'on a ça, alors on a ça. Donc ça veut dire que le sup de ça va être inférieur ou égal à 4N sur 2. D'accord? Et bien ça nous dit quoi? Ça nous donne tout simplement que la norme de U est inférieure à plus l'infini. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Corollaire, E, un espace de Banach, F, un espace vectoriel normé, UN, une suite d'applications linéaires continues de E vers F, qui convergent simplement vers U. Alors, U est linéaire continu,
et UN convergent uniformément vers U sur tout compact de E. On peut dire que c'est un théorème de Banach-Steinhaus. C'est une conséquence assez directe du théorème précédent. Démonstration, si x, y appartiennent à E et que lambda appartient à K qui est toujours R ou C, UN linéaire implique ça. D'accord? Mais ça tend vers ça vers ça vers ça. Donc ça tend vers ça, et donc on obtient cette égalité, et donc U est linéaire. H l'ensemble des UN, on fixe x appartenant à E, UN de x tend vers U de x, donc il existe un x tel que n supérieur à nx implique norme de UN de x moins U de x inférieure à 1. Donc, on va avoir l'inégalité triangulaire qui rend ça inférieur à 1 plus ça, et donc j'ai norme de UN de x qui est inférieur ou égal au plus grand de ça, et puis évidemment de tous les UN de x qui sont pour n inférieur ou égal à nx. D'accord? Voilà. Donc, en fait, j'arrive à le majorer, c'est-à-dire que sub des normes de UN de x, là on est dans f, hein, c'est la norme f, hein, est inférieure à plus infini. Voilà. Alors, d'après le théorème de Banach-Steinhaus qu'on a vu avant, le sub des normes des UN est inférieur à plus infini, c'est-à-dire qu'il existe A positif tel que l'on est ça. Norme de UN de x est inférieure ou égale à A, norme de x, quel que soit x appartenant à E, on fixe x appartenant à E, UN de x tend vers ux, et l'application qui a W fait correspondre norme de W, l'application norme est continue, donc on peut passer ici à la limite avec la norme. Donc, comme on a ça, quand on passe à la limite, on va obtenir ça. Et ça nous dit quoi? Que U est continu et que sa norme est inférieure ou égale à A. Donc U est linéaire et continu. Il ne reste plus qu'à démontrer qu'il y a convergence uniforme sur tout compact K. On prend un compact, pour x, y appartenant à E, n appartenant à n. On a ça, qui est égal à ça, qui est inférieur ou égal à ça, d'accord? Qui est inférieur ou égal à A, norme de x moins y. Pour epsilon positif et x appartenant à K, on pose Bx égale la boule de centre x et de rayon boule ouverte et de rayon epsilon sur 3a. Si y appartient à Bx, norme de y moins x est inférieure à epsilon sur 3a. Et donc, ça va être inférieur à epsilon sur 3a, si bien qu'on va obtenir que un de x moins un de y, norme de un de x moins un de y va être inférieure ou égale à epsilon sur 3a, c'est-à-dire epsilon sur 3, quel que soit n appartenant à n. J'appelle ça 1. C'est une propriété qui dit que si y appartient à Bx, on a ça. L'union des Bx est un recouvrement du compact K par des ouverts Bx, donc on peut en extraire un recouvrement fini, que je note comme ça. Quel que soit K allant de 1 à P, un de xk tend vers u de x1, quand n tend vers plus l'infini. Donc il existe nk tel que n supérieur ou égal à nk implique norme de un de xk moins u de xk inférieur à epsilon sur 3. Je prends n le sub des nk. Et quel que soit x appartenant à k, je sais qu'il existe un k tel que x appartient à bk, hein, puisque l'union des bk recouvre k. N supérieur ou égal à n pour être tranquille, et là j'écris l'inégalité triangulaire. D'accord? Et dans cette inégalité triangulaire, déjà il y en a un, celui-là, qui est inférieur à epsilon sur 3, d'accord? Puisque j'ai pris n supérieur à n, donc il va être supérieur à nk, et donc j'ai ça. Ensuite, ça, comme x appartient à bk, ça c'est le petit 1. Comme x appartient à bxk, d'accord, alors je l'ai appelé bk, mais en fait c'est bxk, hein, d'accord, c'est pareil, hein, c'est pas grave. Voilà. Comme x appartient à bxk, eh bien je vais avoir un de x moins un de xk, qui en norme est inférieur à epsilon sur 3. Donc ça, c'est rendu aussi inférieur à epsilon sur 3. Et puis celui-là, ben, ça va être par passage à la limite, c'est-à-dire que limite de un de x moins un de xk, c'est u de x moins u de xk.
Et comme ça, c'est inférieur à epsilon sur 3, quand je passe à la limite, ça l'est aussi. Donc ça aussi, c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc les 3 sont inférieurs ou égaux à epsilon sur 3. Et donc pour n supérieur ou égal à n, j'obtiens un nombre de un de x moins u de x qui est inférieur ou égal à epsilon. Mais ça, j'ai pris n'importe quel x appartenant à K. Donc c'est vrai quel que soit x appartenant à K. Et donc ça me dit que la suite UN converge uniformément vers U sur le compact K.